Ben, Salut moi, c'est sûr, Alice. ça serait le fun de savoir un peu qui est sur Ouais. place et que ça peut être Ben, soit on peut peut-être un tour commencer de table. tranquillement, puis s'il y en a d'autres OK. qui se joignent à nous, ben, regarde, tu vois, il y a des gens qui rentrent tranquillement. Mais allons-y, peut-être. Geneviève, Marilyn, vous connaissez, mais vous pouvez quand même. Peut-être Marilyn, moi je te connais pas non plus. Dupuis, parce que là, il y a Marilyn Pro aussi. Oui, oui, avec plaisir. Moi, en fait, je viens de l'UQO, fait que je connais Geneviève. Je suis en orthopédagogie, mais à la base, mon poste officiel, je suis en orthodidactique des mathématiques. Puis je suis basée à l'UQAR à Rimouski. Fait que je connais aussi quelques autres collègues. Ça fait un peu le tour. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient prendre la parole pour se présenter? Peut-être qu'il y en a qui peuvent pas, là, selon le contexte d'écoute. Elisabeth, tu connais Émilie Morin à Non? l'UQAR? Je m'excuse, Émilie, je te force à sortir Ben de non, il n'y ta a pas de cachette. problème. Allô, Elisabeth. Allô? Peux-tu te Euh, présenter juste brièvement ben oui, je peux. pour Désolée, je viens Elisabeth? juste de me connecter. Non, il n'y a pas de souci, Euh, on attendait encore le temps que les gens se Parfait. connectent là, puis on se présentait informellement. Ça marche. Ben, Émilie Morin, je suis professeure en psychopédagogie de la formation pratique à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Rimouski. Donc, je suis collègue avec Marilyn, qui est là aussi. Puis, je fais de la recherche en éducation en contexte de changement climatique. Je suis entre autres responsable d'un cours Principes et approches en éducation à l'environnement. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi là, que je m'intéressais à la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, Alphonse, je ne sais pas si tu veux te présenter aussi rapidement, puis peut-être Erika, puis il y a Marilyn Proux, je vois qu'Alice, là, t'es occupée, elle s'occupe de ton petit de 3 mois, donc pas de souci. Je suis Alphonse Kingeri Konga, étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je suis sous la direction de Mathieu Point. Et mon thème de recherche, c'est le rôle de l'adulte lors des jeux actifs extérieurs pour favoriser les interactions sociales entre les enfants à l'éducation préscolaire. Un peu de façon résumée, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci. Puis, donc, merci Erika. Donc, sinon, peut-être les autres peuvent vous présenter là, donc, dans le clavardage, comme il est midi 5, donc Catherine Simard, aussi collègue là, de. Donc, l'UQAR est bien représenté aujourd'hui. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Est-ce que tu souhaitais qu'on se présente? On finissait un petit OK, tour de table, juste le temps que les gens se connectent, là, puis tout, donc il n'y a rien de formel là, encore. OK. Je suis désolée de mon retard. Non, non, il n'y a pas de souci. Peut-être juste dire à tes profs dans quel domaine. Elisabeth souhaitait savoir qui était là. Donc, je suis professeure en didactique des sciences et des technologies à l'UQAR au campus de Rimouski. Et donc, je m'intéresse au rapport au vivant, à l'éducation, à l'environnement. Alors, le thème dont vous allez traiter, je pense, va être fort pertinent. Donc, je proposerais qu'on commence officiellement. Je pense qu'il y a peut-être d'autres gens, là, en tout cas, qui vont continuer. Je sais qu'il y a une personne là, dans notre équipe aussi qui va arriver un peu plus après. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette conférence scientifique organisée par l'équipe de recherche interuniversitaire sur l'éducation en plein air. Donc, je suis Jean-Philippe Ayotte-Baudet, responsable de cette fabuleuse équipe de recherche. Donc, on sait qu'on est en heure du midi. Il y a beaucoup de gens dans les milieux de pratique là, qui nous ont écrit pour qu'on enregistre la conférence. Donc, je vous le mentionne. On la mettra disponible probablement. Elisabeth, on verra si tu veux qu'on la retire après un certain moment. Là, on pourra valider le tout après. Elisabeth et moi, on se connaît depuis 2013. On fait partie de la même cohorte de doctorat. Donc, on s'est suivis quand même de plus près dans le début de notre parcours. Puis après, bon, on a suivi nos chemins respectifs. Puis, aujourd'hui, donc, tu vas nous offrir une conférence scientifique, l'orthopédagogie au grand air, conditions gagnantes pour soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage à l'extérieur de l'école. Donc, je suis bien content de t'écouter moi aussi parce que, bon, de voir où tu en es rendu, ce sera vraiment très intéressant. Donc,
Normalement, juste pour que tu le saches, on éteint nos caméras, vu que c'est sur l'heure du midi, pour que les gens puissent manger, mais s'il y a quoi que ce soit, on est là, puis on pourra les ouvrir par la suite quand tu auras terminé la présentation. Tu as prévu combien de temps exactement? C'est toujours dur à estimer, là, mais ben, c'est-tu jusqu'à 13h30? Ben, normalement, 13h30, oui, c'est incluant la période de questions, interactions et tout, là. Donc, voilà. Donc, je sais pas, tu peux y aller entre 30 et 60 minutes comme tu le veux, puis après, on interagit. On y va de façon un peu organique, là, pour la Oui. deuxième moitié. Puis, je vois qu'il y a des gens qui continuent à se connecter. Donc, bienvenue à tout le monde. Alors, sans plus tarder, ben, Elisabeth, je te laisse la parole, puis débuter. Parfait. Puis d'ailleurs, si jamais il y a des gens qui ont des questions, habituellement, c'est plus un temps réservé à la fin ou ça peut être aussi pendant. Moi, ça me dérange pas. On est vraiment pas trop formel, là, dans le sens comme ça y va. Là. Si jamais ça Parfait. déborde, là, je pourrais recadrer, mais vas-y comme tu le sens, puis allez-y comme vous le sentez sans problème. OK, bon, mais super. Ben, je vais commencer par me présenter avant de faire mon partage d'écran. Donc, Elisabeth Boily, je suis professeure en enseignement en adaptation scolaire et sociale à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 2021. Dans mes travaux actuellement, je m'intéresse beaucoup au travail de l'orthopédagogue, donc au rôle et fonctions, à la collaboration avec l'enseignant, à l'organisation des services. Donc, je dirais que l'enseignement à l'extérieur, c'est moins, je dirais, le point focal de mes travaux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment en toute humilité que je suis avec vous aujourd'hui. C'est vraiment comme un sujet qui m'a intéressée par la bande. Donc, je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc, c'est vraiment avec c'est ça, beaucoup d'humilité que je vous présente ça. Je sais qu'il y a des gens dans la salle Teams qui ont beaucoup plus d'expertise dans le domaine, mais c'est vraiment comme une voie, disons, alternative pour intervenir auprès des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est un peu comme ça qu'on a approché le sujet à la base. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, en fait, un projet de recherche, les résultats, en fait, d'un projet de recherche de nature collaborative qu'on a mené au cours des dernières années. Puis, je ne me suis pas présentée dans tout mon parcours, mais avant d'être professeure ici à l'UQAC, j'étais orthopédagogue conseil dans un centre de service. Donc, j'ai travaillé pendant quelques années, donc en posture d'accompagnement des orthopédagogues dans un centre de service. Puis, c'est vraiment à travers ce rôle-là que j'ai eu mes premières réflexions sur la pertinence d'explorer l'enseignement extérieur en contexte orthopédagogique. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. OK, voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, tout est C'est beau. bon, parfait. Ouais. Donc, aujourd'hui, oui, l'orthopédagogie au grand air. Donc, on va aller voir un petit peu plus du côté des conditions gagnantes parce que c'est vraiment ce qu'on a exploré dans le projet de recherche collaborative qu'on a fait dans les dernières années avec justement une équipe d'orthopédagogues du centre de service scolaire des Rives du Saguenay. On avait envie de se pencher sur les conditions gagnantes parce que on voyait le potentiel de la pratique au départ, lorsqu'on a vraiment fait notre phase de réflexion là, sur c'est quoi, on pourrait, sur quoi on pourrait se pencher là, en termes d'objectifs. Bien, rapidement, les orthopédagogues ont dit on veut d'abord savoir si c'est réalisable, est-ce que c'est faisable dans le contexte précis du travail de l'orthopédagogue de sortir avec les élèves à l'extérieur. Est-ce que c'est réalisable parce qu'on sait qu'il y a des obstacles à l'enseignement extérieur? Je vais y faire référence, entre autres, aux travaux de Jean-Philippe au doctorat, justement, sur la question des obstacles puis des contraintes dans l'enseignement extérieur. Donc, on avait envie d'aller amorcer puis discuter, en fait, de chacun de ces obstacles-là pour dégager des conditions gagnantes. Donc, à la fin de la conférence, donc, en tout cas, vous pourrez voir certaines conditions qu'on a réussi à faire émerger là, des discussions qu'on a eues ensemble lors de notre processus de recherche. Le plan de la présentation, c'est ça. Je vais débuter par une petite mise en contexte parce que, comme je le disais, c'est un projet qui a un ancrage dans un projet de recherche, mais aussi un ancrage dans des expériences pratiques. Donc, je vais pouvoir expliquer. Je vais rapidement aussi présenter certains bienfaits, mais je vais y aller rapidement parce que je sais qu'autour de la table, il y a des gens qui ont déjà une expertise puis qui s'intéressent probablement déjà depuis quelques années à l'enseignement extérieur. Donc, je vais passer rapidement sur les bienfaits. Donc, pour vraiment aller dans le cœur de la présentation sur les conditions favorables,
à l'orthopédagogie en contexte extérieur. Puis juste dire aussi qu'on a créé un guide. Peut-être que certaines d'entre vous l'avez consulté déjà. Donc, je vais pouvoir repartager le lien puis vous montrer un peu le guide qui a été produit à l'issue de ce projet. Donc, juste pour dire aussi, là, je suis seule dans la présentation ce midi, mais depuis justement plusieurs années qu'on travaille sur la question. Donc, je me suis entourée de diverses personnes, notamment Audrey Lemieux et Simon Villeneuve, qui sont des orthopédagogues. Vous allez voir beaucoup de photos aussi aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup ces deux orthopédagogues-là qui ont un fort intérêt pour le plein air, les expéditions. Donc, c'est sûr qu'au Saguenay, on est dans un petit paradis du plein air. Donc, ces deux personnes-là m'ont accompagnée depuis le tout début. Donc, il y a plusieurs des constats, des réflexions, des expérimentations qui sont issues de leur travail, dont je tiens à souligner leur rapport. On a aussi des étudiantes comme Émilie Desjardins, Rosalie Desjardins, Caroline Boudreau qui ont travaillé aussi sur le projet. Puis j'avais aussi une équipe de co-chercheurs qui étaient avec moi, notamment Marc-Pierre Baron, Brice Fabien Brossini et Loïc Pulido. C'était quand même pour souligner l'apport de tous ces collaborateurs. Puis juste pour vous dire un peu l'historique du projet, bien, c'est vraiment autour du printemps 2020, là, avec la pandémie, que l'intérêt pour l'enseignement extérieur en contexte orthopédagogique est né pour ma part. Il y avait tout un mouvement pour les classes extérieures en réponse à justement la COVID-19 pour justement réduire la transmission du virus plutôt que de toujours passer. Je sentais qu'on passait beaucoup par la technologie comme unique réponse à cette pandémie, alors que finalement, on pouvait peut-être sortir un petit peu, sortir de la boîte puis aller aussi à l'extérieur pour enseigner. Puis je me suis dit, et pourquoi pas, dans le fond, en orthopédagogie, puis à l'époque, j'étais orthopédagogue conseil, puis j'expliquais aux orthopédagogues que j'accompagnais, ça serait intéressant, des fois, tu te sens limité à 2 mètres de distance avec un masque, avec justement la visière, on ne peut pas toucher aux élèves, on ne peut pas toucher au matériel, ça devient difficile. Pourquoi tu n'irais pas à l'extérieur? Puis là, souvent, j'avais des orthopédagogues qui manifestaient leur intérêt, mais après ça, ils se disaient, là, quelques semaines après, je les revoyais pour faire un suivi, puis ils me disaient, non, Elisabeth, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment je pourrais mettre en place mes interventions. Donc, c'est pour ça que je me suis entendue avec, dans le fond, ma gestionnaire au service éducatif de l'époque. Puis, j'ai dit, moi, je vais en faire une expérimentation. Je vais me développer une séquence d'intervention orthopédagogique, puis je vais la mettre en place dans une cour d'école avec des élèves. J'avais ciblé des élèves de 2e année parce que c'était des élèves qui avaient justement, à mon sens, subi quand même des conséquences assez importante due à la fermeture des écoles parce que justement, ils étaient en train d'apprendre la lecture, l'écriture et tout ça. Donc, j'ai dit peut-être des élèves de 2e année, ça pourrait être bien. Donc, on fasse un petit sous-groupe. Donc, j'ai fait, comme on voit sur la photo tout en bas, une expérimentation. Donc, j'avais développé là, une planification sur 6 semaines avec justement 2 fois par semaine où je voyais des élèves. Puis, si vous voyez bien sur la photo au départ, c'était vraiment une transposition de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez voir au fil du temps peut-être la conception, la manière de travailler à l'extérieur a évolué. Mais c'est pour ça que je le disais d'entrée de jeu que je travaille, que j'ai une approche très, très dans l'humilité, dans le sens que je sais que l'enseignement extérieur, il y a toutes sortes d'approches, c'est un continuum, hein? Mais nous, on était vraiment au tout début du continuum, au sens où on voulait juste transposer ce qu'on travaillait à l'intérieur à l'extérieur. Mais on va voir quand même au fil du temps qu'il y a des choses quand même qui nous ont permis de s'ouvrir à des nouvelles perspectives d'intervention, une nouvelle façon d'organiser l'environnement pour pouvoir justement soutenir l'apprentissage des élèves. Donc, une fois après avoir fait cette expérimentation-là, on a vu le potentiel. Donc, j'ai suggéré justement à ma gestionnaire, on va se faire une communauté de pratique, puis on va aller chercher des orthopédagogues qui sont intéressés, puis on va pouvoir poursuivre, en fait. Puis, c'est à ce moment-ci que justement Audrey et Simon se sont joints à moi, puis on était les 3 pour faire des expérimentations. Puis, j'ai fait une 2e séquence d'intervention à l'hiver aussi pour pouvoir tester. Donc, par après, dans le fond, je suis devenue professeure à l'université. Donc, j'ai dit à mes collègues, je ne vous oublie pas, dès que je peux, je vais essayer d'aller chercher une demande de subvention pour pouvoir mener un projet de recherche. C'est ce qu'on a fait. Dans le fond, on a eu un financement du Consortium régional de recherche en éducation, qui est une instance rattachée à l'UQAC qui finance, dans le fond, les projets de recherche de nature participative
participative. Donc, pour être financé, il faut vraiment qu'on ait un projet qui naît dans le milieu scolaire pour répondre à un besoin du milieu de pratique. Donc, raison pour laquelle là, on a obtenu un financement. Puis par la suite, donc au cours des années entre 2022 et 2024, on a mené le projet. Je vais vous expliquer un petit peu la méthode tout à l'heure. Puis ça nous a mené au lancement du guide là, dont je vous parlais. Puis on va aussi, je vais le partager un petit peu plus tard. Juste pour dire aussi, dans le fond, les objectifs qui ont été décidés avec les orthopédagogues, c'était premièrement la question des conditions. Parce qu'il nous disait, Elisabeth, la première chose, c'est de voir est-ce que c'est faisable? Parce qu'on peut voir le potentiel, on peut s'intéresser à cette pratique-là, mais est-ce qu'on va y arriver? Parce que souvent, les orthopédagogues ont un horaire particulier, souvent des 30 minutes, des petits blocs de 30 minutes. Donc, lorsqu'on perd du temps de déplacement, déjà, c'est à considérer. On a déjà des cibles d'intervention hyper précises, spécifiques. On veut aller chercher. Des fois, on soutient un élève par exemple, de 3e, 4e année qui n'arrive pas encore à lire. Donc, il y a une urgence d'agir, ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment optimiser le temps. C'est difficile on pourrait dire, on est dans une approche peut-être moins inductive, expérientielle. On est dans quelque chose de très ciblé. Donc, est-ce qu'on a une valeur ajoutée finalement à aller à l'extérieur? Donc, c'est des choses qu'on voulait aller vérifier. Puis ensuite, on voulait aussi co-développer des pratiques. Donc, dans le guide, il y a vraiment les deux volets. Là, on a les conditions, puis on a aussi des exemples d'activités aussi parce qu'on avait envie d'inspirer puis de donner des idées de pratiques aussi qu'on peut mettre en place à l'extérieur. Puis on a aussi fait un plan de mobilisation des connaissances pour justement, parce que notre autre intention, c'était de dire, on veut voir la faisabilité, on veut s'inspirer avec le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'était de dire, maintenant, est-ce qu'on peut faire connaître aussi cette pratique-là? Parce qu'on sentait qu'on était comme un petit peu les trois crinqués du Saguenay, mais tu sais, à un moment donné, il faut élargir un petit peu, puis faire connaître aussi cette perspective d'intervention-là, ce cadre d'intervention-là aussi alternatif à d'autres orthopédagogues à travers le Québec. Donc, c'était un peu nos intentions, nos objectifs. Puis, la méthodologie, donc, c'est vraiment une communauté de pratique formée de 7 orthopédagogues. On avait 6 orthopédagogues qui intervenaient au primaire, une qui intervenait au secondaire. Donc, on a formé cette communauté-là avec, justement, on avait à peu près 4 rencontres par année. Dans ces rencontres-là, on avait des entretiens, des moments réservés pour des entretiens de groupe. Puis, les entretiens étaient toujours menés, en fait, dans une cour d'école. Donc, c'est intéressant parce que on a ciblé, on s'est fait un calendrier. Donc, pour chaque rencontre de communauté de pratique, on était en présence dans une école différente. Puis, comme au Saguenay, il y avait beaucoup d'écoles qui avaient rénové leurs cours de récré avec justement comment on pourrait dire, des classes extérieures, j'essaie de retrouver le terme, là, en tout cas, bref, ouais, c'est ça. Il y avait des classes extérieures, il y avait des environnements, en tout cas, déjà aménagés pour enseigner dehors. Donc, on est allé visiter ces endroits-là, fait que ça nous permettait aussi d'être tout de suite dans le concret. Fait que les entretiens de groupe, on les faisait toujours dehors. Puis on avait aussi toujours un temps aussi où est-ce qu'on pouvait faire soit des expérimentations, on pouvait apporter du matériel, on faisait vraiment des genres d'activités aussi qu'on pouvait répliquer après avec les élèves. On a fait à un moment donné une chasse au trésor, on a fait un rallye, mais l'idée c'était toujours de rester dans le développement professionnel, mais aussi l'expérimentation de stratégies ou d'activités qu'on pouvait ensuite mettre en place avec les élèves pour inspirer aussi les orthopédagogues puis démontrer que c'était possible. Il y a aussi eu des séances d'observation où est-ce que je suis allée observer des orthopédagogues en action. Donc, on va voir des photos d'ailleurs, puis analyse documentaire parce que oui, il y a eu quand même des documents qui ont été produits. Donc, ça, c'est la méthodologie du projet. Puis, comme je le disais, c'est un peu pour vous montrer le cadre, là, pour les groupes de discussion. Donc, c'est ça. Là, c'était les enregistrements. Vous voyez mon cellulaire là, qui est là. Des fois, c'était pas toujours évident, mais reste qu'on a essayé de trouver des techniques pour justement, pour pouvoir justement tout de suite être en immersion, puis le vivre pour voir aussi, justement, les conditions favorables. Comme là, ici, vous voyez qu'on avait des trottinettes des neiges. Ça, c'est dans une école à Petit-Saguenay. Ils se sont dotés de ce petit dispositif qui permet de se déplacer assez rapidement d'un point A à un point B. C'est très simple. Puis après ça, on a un siège pour pouvoir s'installer. Donc, on est allé faire un rallye dans la forêt où est-ce que justement on posait des questions. Donc, pour chaque question du groupe de discussion, on avait justement un endroit où est-ce qu'on se posait, on enregistrait, puis ensuite on continuait notre parcours. Puis aussi, je tiens à dire, c'est ça qu'on a même fait aussi des petites séances de modélisation où est-ce qu'on modélisait des activités à faire, puis on sollicitait les élèves de l'école pour justement venir faire un peu des cobayes.
pour montrer là, justement comment on pouvait faire vivre les activités. Donc, l'idée, c'était vraiment de rendre ça concret, puis c'était intuitif, hein? C'était pas du tout basé sur justement un principe ou quoi que ce soit, mais après, on s'est rendu compte dans l'article que j'ai aussi participé à écrire avec Sophie Nadeau-Tremblay que c'était vraiment suggéré d'ailleurs dans les modalités de développement professionnel de justement aller à l'extérieur lorsqu'on veut accompagner les enseignants. Donc, les enseignants sont plus susceptibles de renforcer leur confiance et leur motivation lorsque les activités de développement professionnel se déroulent dans un cadre extérieur. Donc, on s'est rendu compte par après que finalement, oui, c'était une pratique peut-être aussi qui était gagnante pour le développement professionnel. Juste pour vous dire aussi qu'il y a 2 articles qui sont parus là, par rapport aux résultats de cette recherche-là, un dans la revue de la DOC, puis l'autre dans le Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Donc, si jamais ça vous intéresse, mais dans le fond, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai fait un peu un mix là, de tout ça. Donc, je suis allée un petit peu de manière assez concrète aussi. Par rapport aux bienfaits, comme je le disais, c'est sûr que c'est, à mon avis, quelque chose que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est quelque chose que déjà vous devez connaître assez bien. Je vais passer rapidement, mais je vais vous montrer peut-être, je vais prendre un angle peut-être différent, au sens où je vais aller par sphère de développement, puis je vais vous montrer un peu plus, premièrement, des résultats issus d'une recension qu'on a fait vraiment sur les élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, on avait envie de savoir parce que oui, tu sais, à quelque part, il y a différentes études qui révèlent des bienfaits de l'enseignement extérieur sur le plan des différentes sphères de développement. Mais au niveau des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, il n'y a pas grand-chose spécifiquement. On a recensé des études qui portent sur certaines clientèles en particulier, comme par exemple troubles du spectre de l'autisme, on avait troubles du développement, on avait des élèves qui ont un trouble déficitaire de l'attention. Donc, on est allé voir justement ce qui ressortait de ces études-là plus spécifiques, des élèves qui ont aussi une difficulté sur le plan de la persévérance scolaire. Donc, on est allé recenser pour voir finalement dans les différentes sphères de développement qu'est-ce qui ressort de ces études-là. Donc, je tiens quand même aussi à préciser que dans notre recension des écrits, on essayait de voir aussi si il y avait déjà eu des études sur vraiment l'implantation d'interventions en sous-groupe pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis ça, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bien, on va miser sur le fait que sur les études qui documentent, en tout cas, les bienfaits sur ces élèves, même si on sait pas, on en sait peu sur quel genre d'intervention on peut mettre en place. Donc, on va aller voir au niveau bienfait par bienfait, puis je vais vous montrer aussi peut-être des constats là, à l'issue de nos expérimentations pour chacune des sphères de développement. Donc, développement physique, c'est sûr que dans les études consultées, on voyait, oui, un renforcement du système immunitaire, des habiletés motrices, de l'équilibre, l'endurance musculaire. Puis, il faut quand même prendre des résultats avec, en fait, la synthèse ici que je vous présente avec prudence parce que parfois, c'est vraiment des propos rapportés. Donc, ce n'est pas toujours des études vraiment qui ont démontré hors de tout doute, mais on voit des constats, des observations, des perceptions, mais on les rassemble quand même ici là, pour faciliter le tout. Donc, développement physique, effectivement, il peut y avoir des bienfaits de l'enseignement extérieur. Puis, juste pour vous dire que dans les expérimentations qu'on a fait, on a vu vraiment l'apport puis l'invitation du corps dans l'intervention. C'est quelque chose qui s'est placé assez naturellement juste du fait de l'environnement qui est autour. Lorsqu'on est dans un petit local, souvent les orthopédagogues interviennent lorsqu'ils ont un local dans un petit environnement. Donc, souvent, c'est plus on a plus de contraintes. Donc, on finit beaucoup par faire du papier-crayon, alors qu'on est avec des élèves pour qui, des fois, le papier-crayon devient une certaine menace parce que, oui, des expériences négatives à répétition. Donc, sentiment de désengagement, d'impuissance apprise. Donc, le fait de sortir à l'extérieur, on voyait tout de suite, oh, OK, là, il y a d'autres choses qui se passent. Puis là, finalement, on entre par le corps pour intervenir, par le mouvement. Puis on a vu que, justement, les cibles d'intervention, souvent qu'on travaille en orthopédagogie, s'intègrent naturellement dans ce genre d'intervention-là par le mouvement, par le corps. Donc, raison pour laquelle on a vraiment, on a voulu investiguer un petit peu plus, puis je pense qu'il y a tout un potentiel intéressant quand même, qui pourrait d'ailleurs se faire aussi dans un gymnase. Tu sais, des fois, quand à réfléchir avec les orthopédagogues, on se dit la valeur ajoutée
de l'espace, mais pourrait aussi se trouver dans le corridor de l'école ou dans le gymnase aussi. Mais c'est sûr que là, à l'extérieur, on a encore d'autres aspects qui sont aussi très, très bénéfiques. Mais il y en demeure pas moins que les bienfaits sur le plan physique, on les a vus aussi. Sinon, si on y va plus sur le plan affectif, mais la recension des écrits qu'on a fait nous a démontré des effets sur la confiance en soi, développement de l'empathie, le bien-être, la gestion du stress et de l'anxiété, une meilleure autorégulation, puis surtout une réduction des comportements perturbateurs. Puis ça, c'est intéressant dans le domaine de l'orthopédagogie à considérer parce que souvent, il y a une association entre les difficultés d'apprentissage, les difficultés comportementales, puis il y a des élèves pour qui on arrive difficilement à intervenir parce que justement, l'élève se désengage ou encore se ferme aux nouveaux apprentissages ou même se désorganise. Donc, lorsqu'on va à l'extérieur, justement, peut-être que ça peut être une façon, c'est ce qu'on s'est dit au fil du temps. Est-ce que justement nos élèves qui ont des difficultés sur le plan du comportement ne pourraient pas aussi être des bons candidats à l'enseignement extérieur pour justement sortir un peu du cadre puis trouver une autre porte d'entrée pour intervenir auprès d'eux? Donc, au niveau du développement affectif, là, je vous montre quelques petites photos. C'est sûr qu'on est aussi vers le Bas-Saguenay. C'est encore une place encore plus paradisiaque. Là. Donc, c'est sûr que là, je sais qu'on a des photos qui sont assez vendeuses. Puis, je sais qu'on n'est pas tous dans le même cadre là, au niveau de l'enseignement extérieur. Mais il y en demeure pas moins que quand on voit ces images-là, on peut quand même penser que l'enfant se sent apaisé lorsqu'il écrit, qui est une tâche quand même où est-ce qu'on pourrait voir, on pourrait associer une expérience négative, mais le cadre est tellement apaisant et positif que là, l'élève se retrouve dans une posture où est-ce que c'est plus, c'est plus facile pour lui de s'engager dans la tâche du moins. Ce qu'on voyait, c'est ça, des lieux d'intervention apaisants qui peuvent avoir un effet sur le jeune, sur son sentiment de bien-être. Puis ça peut comme le déjouer un petit peu puis faire en sorte que l'élève tout à coup il s'engage dans la tâche. Puis ça, c'est des choses qu'on a observées aussi. Puis on avait dans une école un lieu même pour se faire un feu. Donc, on pouvait aller se faire justement des rôtis, des guimauves, donc chocolat chaud, des petits moments, des petits rituels magiques aussi. C'est sûr qu'en 30 minutes, on n'a pas toujours le temps de le faire, mais à certains moments, on s'est rendu compte que de créer un rituel avec le jeune, ça pouvait aussi aider à créer, un meilleur engagement dans la tâche. Ici, 2 secondes, je pense que je vais juste partager peut-être mon son parce que partager le son. En fait, c'était juste pour vous montrer aussi, toujours en lien avec l'engagement des élèves, là, justement un genre d'activité où est-ce que l'élève devait lancer une balle de neige sur la bonne syllabe. Donc, c'est un élève justement que c'était plus difficile sur le plan du comportement. Donc, l'orthopédagogue avait essayé de trouver une activité plus active. Mais je vais juste vous la montrer. Puis, juste pour savoir aussi, et là, j'oublie toujours le nom, comment ça s'appelle déjà. En fait, c'est des trucs qu'on peut mettre pour arroser le jardin. Le nom va me revenir. Et ensuite de ça, ben là, on met de l'eau colorée là, avec des anciens marqueurs, là, par exemple Crayola, puis ça va venir colorer l'eau. Puis ensuite de ça, on peut aller écrire dans la neige parce qu'on a essayé vraiment de trouver des dispositifs pour écrire. Parce que souvent, les sites d'intervention en orthopédagogie, on va avoir des lettres, des chiffres, des mots. Donc, on va jouer souvent avec ces éléments-là. Donc, ça nous prend à quelque part des traces écrites, mais dans la neige, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Donc, je peux vous montrer la petite vidéo. Ah, pas, regarde bien. Lance ta balle sur le son, pas. Ouais, c'est beau. Ah, pas. Donc, on voit ici justement une genre d'activité là, qui peut faire en sorte que si l'élève a besoin de bouger, on le déjoue. C'est vraiment ça qu'on sentait, là, justement, parce que oui, il va y avoir un petit peu de compétition, il va y avoir de la course, on va mettre l'élève au défi, il va y avoir une mission. C'est comme si le fait de travailler sa difficulté, parce que souvent, c'est ça, on n'a comme pas le choix d'aller dans sa zone proximale, là où ça fait mal, souvent, malheureusement. En même temps, pour que l'élève progresse, fait qu'à quelque part, c'est une bonne chose. On arrive à identifier avec précision là où l'élève, justement, a besoin d'aller travailler. Mais souvent, c'est ça devient, on voit de la résistance, on se bute à la résistance souvent. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais moi, je suis directrice aussi de la clinique universitaire ici en orthopédagogie. Puis, j'observe mes étudiants. Quand on est dans le crunch, là, souvent, l'élève,
là, il va se trouver toutes sortes de stratégies. Ah, j'aimerais ça aller aux toilettes. OK, j'ai besoin de boire de l'eau. Ah, finalement, tu sais, il va y avoir toutes sortes de stratégies, mais avec l'extérieur, tu sais, c'est pas miracle, magique, mais il reste que l'élève, finalement, se retrouve à travailler, puis on arrive à aller un petit peu plus loin, juste parce que l'environnement est complètement différent. Puis si on voit ici à gauche, j'ai mis cette photo-là précisément parce que c'est une petite cocotte qui ne voulait plus écrire, là, littéralement. L'orthopédagogue travaillait avec elle, puis là, il n'y avait rien à faire, donc elle refusait systématiquement d'écrire, puis justement, à un moment donné, il fait beau soleil, ah, on va sortir avec une ardoise, puis là, finalement, l'élève s'est mis à écrire, OK, une syllabe, 2 syllabes, un mot, hop, là, finalement, elle a écrit une phrase. Puis là, finalement, c'est ça, l'orthopédagogue a pris vraiment l'élève en photo, puis c'est devenu un point d'ancrage. Elle a pris une photo de l'élève avec ses phrases, avec son gros sourire, puis là, après ça, ça devient un moment clé sur lequel tu peux revenir pour dire « Ah, mais regarde, tu as réussi à le faire la dernière fois. » Fait que des fois, c'est pas de toujours sortir, mais quand on sort puis on a un moment clé, bien, après ça, on peut y revenir puis ça devient comme un point d'ancrage. Donc là, ici, on voit aussi des élèves qui sont dans un petit vélo, des petits vélos d'équilibre pour faire un rallye. Bien, encore une fois, bien, au niveau des comportements perturbateurs, bien, ça peut en tout cas libérer certaines tensions pour les élèves qui ont besoin de bouger du moins. Sur le plan du développement cognitif, bien, les travaux qu'on a consultés rapportent une expérience d'apprentissage qui est bonifiée. Donc, des compétences développées sur le plan de la résolution de problèmes, sur le plan de la pensée critique. Puis nous, c'est sûr qu'on retient beaucoup le terme expérience d'apprentissage bonifiée. Si on se dit, ah oui, ça vraiment. Si on regarde un petit peu des images, bien, c'est sûr qu'on voit ici, donc ça, on a une lecture. Ça, c'est plutôt en co-enseignement parce que les orthopédagogues, je disais souvent, vont intervenir soit en individuel, selon différentes modalités de service en fonction, tu sais, des besoins de l'école, des besoins de la classe. Donc, des fois, c'est un élève, des fois, c'est un sous-groupe d'élèves, mais des fois aussi, ça peut être en co-enseignement. Donc là, ici, on avait une expédition en co-enseignement avec justement, bon, l'enseignant qui va faire une lecture d'une œuvre de littérature jeunesse. Bien, on s'entend que là, tous nos sens sont réveillés. On est dans un cadre vraiment apaisant puis enchanteur. Mais sinon, on voit ici l'utilisation du matériel bien, issu de la nature, donc pour pouvoir justement concrétiser certains apprentissages. Donc, on voit aussi ici en haut à droite l'utilisation de la cour d'école comme un tableau infini pour pouvoir justement représenter. Puis des fois aussi, quand on est dans une feuille, on est comme contraint de tout écrire en petit, mais souvent, les élèves, surtout lorsqu'ils sont plus jeunes, ont besoin de justement, ben, c'est ça, développer, écrire, intégrer le mouvement. Donc, ça permet vraiment, ça facilite la concrétisation là, des apprentissages. Puis, donc, on a ici d'autres petites dispositions ici. Donc, on voit quand même que l'expérience d'apprentissage peut être bonifiée. Puis là, ici, on voit les élèves qui sont à l'extérieur avec un iPad. Fait que ça, ici, on est vraiment dans, comme je vous le disais, des fois, la reproduction de ce qu'on fait à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais on a quand même une expérience d'apprentissage qui est bonifiée, qui est différent, qui sort du cadre, qui brise la routine aussi. Le dernier, donc, développement social, connexion avec les autres, coopération. Donc, ce qu'on a vu, c'est sûr qu'en orthopédagogie, on est peut-être un petit peu plus, c'est ça, il y a beaucoup d'orthopédagogues qui ont expérimenté en petits sous-groupes ou en individuel, mais quand même, on voyait un climat positif qui sollicite l'entraide entre les enfants. Donc, ici, par exemple, c'était quelque chose, une séance que moi, j'avais observée. Puis là, on avait genre un petit coco, puis une petite fille, là, justement, là, qui grimpait, qui avait besoin de grimper pour se rendre dans la forêt. Elle avait besoin de grimper comme dans une petite butte de neige. Puis on voyait justement qu'ils s'entraidaient les deux pour pouvoir justement escalader un peu dans la butte de neige. Fait qu'il y a comme quand même cette... ouais, c'est ça, la connexion entre les élèves. Puis je dirais même aussi avec l'adulte, une connexion parce que souvent, on est dans un cadre, on est en train de... On n'est pas séparés par une table, un bureau. On est vraiment plus de proximité à côté. Puis il y a quelque chose de plus informel puis détendu qui détend l'atmosphère, qui fait en sorte que l'orthopédagogue arrive à connecter aussi avec l'élève de manière différente. Puis pour les élèves ayant des besoins particuliers, plus particulièrement, j'essaie juste de voir. Ici, je vais juste revenir.
Il y avait des choses, en fait, ce qu'il faut retenir, donc les élèves qui bénéficient de services spécialisés, le changement d'environnement peut faciliter l'apprentissage puisqu'on les retire de la classe qui est un lieu pouvant être associé à l'échec. Donc, c'est un peu ce que je nomme depuis le début. C'est vraiment ce changement, cette rupture-là avec l'environnement plus classique de la classe qui est souvent associé à un sentiment d'échec, à un sentiment d'impuissance apprise, à un désengagement. Donc, on sort l'élève de ce contexte-là, ce qui fait en sorte qu'il peut finalement s'engager un peu plus. Puis, on s'adresse à lui de manière différente à cause de l'environnement, comme vous l'avez vu sur les images. Donc, on y va un petit peu plus avec le corps, avec le mouvement. Donc, on est un petit peu moins centré juste sur la tête et le papier-crayon avec des tâches plus classiques. Au niveau des élèves qui ont des besoins particuliers, comme je le disais tantôt, quand on a poussé notre recension, bien, il y avait 3 aspects aussi, là, régulation émotionnelle, apprentissage, comportement, qui ressortaient encore plus spécifiquement. Mais je pense que ceux-là, je vais les passer parce que je pense pas qu'on va avoir le temps de se rendre aux conditions. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est sûr que je pense que ça revient à ce que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, meilleur quand même on va dire un contexte d'apprentissage qui est bonifié, une réduction des comportements perturbateurs, puis quand même une régulation émotionnelle plus grande. Donc, en tout cas, si vous voulez aller voir dans le PowerPoint, c'est ça, je pourrais vous l'envoyer en enlevant peut-être certaines photos, mais si jamais vous voulez aller plus loin. Puis, sachez aussi que dans le guide, là, ce que je vous ai montré aussi en termes de bienfaits, c'est aussi présenté. Les conditions gagnantes, je pense qu'on va y aller avec ça pour pouvoir justement les aborder, les 6. Ce qu'on avait fait, on est parti vraiment de la base de Jean-Philippe, dans le fond, qui avait étudié, en tout cas, c'était un des volets dans son travail au doctorat, qui a permis de recenser des obstacles à l'enseignement extérieur, mais vraiment en contexte d'enseignement des sciences. Donc, on a fait le pari que en regardant la liste des obstacles, on s'est dit, bien, je pense que honnêtement, ça serait pas mal les mêmes obstacles qu'on verrait dans le domaine de l'orthopédagogie. Surtout, on voyait quelque chose avec l'emploi du temps, mais généralement, il y a quand même il y a des exigences, il y a aussi la perception du potentiel. On s'est dit, je pense qu'avec ça, c'est une bonne base pour la réflexion. Donc, ce qu'on a fait, c'est on est vraiment parti dans nos entretiens de groupe de chacun des obstacles pour creuser, puis identifier peut-être des solutions pour surmonter ces obstacles-là, parce que l'idée, c'était de dégager des conditions gagnantes. Donc, si on commence avec la perception du potentiel éducatif, donc, c'est de croire que justement le terrain de l'école est peu approprié à l'enseignement extérieur, trop petit, trop bruyant. Donc, l'aménagement à proximité n'est pas toujours perçu comme étant idéal. Donc, on a des fois une vision plus classique de qu'est-ce que l'enseignement extérieur. Puis, il y a même aussi certaines personnes qui pourraient considérer que l'enseignement extérieur, c'est pas vraiment du vrai enseignement, c'est plus perçu comme un jeu. Donc, la perception du potentiel éducatif, on a décidé de l'aborder d'une certaine manière. Donc, on a eu envie de décortiquer, en fait, le périmètre de l'école en différentes couches. Puis ça, c'est vraiment issu d'une réflexion d'un orthopédagogue, donc de Simon, entre autres, qui réfléchissait à ça, qui a essayé de mettre des mots. Peut-être que ça existe ailleurs, d'ailleurs, ce genre de continuum-là, mais nous, comment on l'a nommé, c'est le périmètre immédiat. Donc, on s'était dit que pour vraiment avoir une perception du potentiel éducatif, c'est de dégager déjà dans l'environnement immédiat qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves sans avoir à justement sortir en expédition parce que là, il y a des enseignants qui peuvent justement ne pas se sentir à l'aise, puis c'est tout à fait correct. Donc, juste de voir qu'est-ce qu'on a autour de nous pour, finalement, la condition, c'était de maximiser l'exploitation des différents périmètres un pas à la fois, donc de peut-être y aller de manière très progressive. Donc, pas besoin de beaucoup de choses, finalement. Bouger, être dehors, ça peut suffire, en tout cas pour le contexte orthopédagogique, j'entends. Donc, périmètre proximal, on est un petit peu plus loin, puis là, on va les regarder un à un, puis périmètre engagé aussi, on s'éloigne encore plus. Donc, dans le périmètre immédiat, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour intervenir auprès des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage sur des cibles spécifiques. Donc, on peut justement utiliser, comme je le disais, la cour d'école, avec ça devient comme un tableau géant. Il y a des orthopédagogues qui arrivaient, en tout cas, avec une petite entente avec le concierge, à écrire sur les murs pour encore une fois avoir une surface très grande pour pouvoir justement écrire différentes cibles. On avait aussi les grillages, honnêtement, avec une
quelques épingles à linge, honnêtement. On peut accrocher toutes sortes de choses. Comme là, vous voyez des mots, ça peut être des syllabes, ça peut être des résolutions de problèmes, ça peut être des courts textes, des paragraphes à remettre en ordre. Donc, il y a différentes tâches aussi qu'on peut faire. Puis encore là, c'est faible coût, très facile à installer. Donc, c'est pas trop compliqué non plus. Donc, si on regarde ici, cours d'école, les clôtures, modules de jeu, les montagnes de neige, table de pique-nique, les rochers, l'asphalte, les murs, les fenêtres. Donc, des fois, si on a une classe extérieure aussi, souvent, c'est dans le périmètre immédiat. On a aussi mis ça, c'est vraiment des saisies d'écran du guide. Donc, on avait aussi mis comment on peut utiliser le module de jeu, les buts de neige, puis les parcours rallye chasse au trésor à mettre en place. Parce qu'honnêtement, c'est sûr que dans tout ce qui ressortait, il y avait beaucoup la notion de justement rallye chasse au trésor qui était assez, je dirais, polyvalente comme activité. Les modules de jeu, c'est de voir justement, est-ce qu'on peut les utiliser comme renforçateur? Justement, si un élève réussit une tâche, on peut lui dire d'aller se glisser ou d'aller se balancer. Ou des fois, on peut utiliser même la glissade comme un outil pour comprendre, par exemple, la fusion phonémique. C'est un peu un classique là, en orthopédagogie. Donc, des élèves qui ont de la difficulté à fusionner des sons. Les buts de neige, même chose. On peut même les utiliser justement comme en termes de un moyen pour gérer la classe, gérer le sous-groupe. Si on a des élèves qui ont besoin finalement de bouger, on peut se dire, OK, là, tu vas aller monter, descendre la butte de neige, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait partie du guide. Donc, si jamais ça vous intéresse. Les ressources du périmètre proximal, on va un petit peu plus loin. Puis comme je le disais, il y avait l'orthopédagogue à l'école Petit-Saguenay qui, lui, avait vraiment un vélo avec il y avait un petit chariot, là, puis finalement, il transportait son tableau, son matériel. On voit aussi justement des élèves ici qui sont en petit vélo d'équilibre comme tout à l'heure. Puis, bien sûr, les trottinettes des neiges permettaient aussi de se déplacer un petit peu. Donc, ça nous permet d'aller dans des sentiers, les parcs, les patinoires, pour justement aller un petit peu plus loin. Puis là, c'est sûr que le périmètre plus engagé qu'on appelait, là, c'est vraiment lorsqu'on va faire plus une expédition, une randonnée. Donc là, c'est sûr que les orthopédagogues l'ont plus vécu en contexte de co-enseignement parce que ça serait peut-être difficile à prévoir, en tout cas dans une séance de 30 minutes. Mais il en demeure pas moins que ça pourrait être, par exemple, en fin de bloc d'intervention, on fait une randonnée pour aller, je ne sais pas moi, contextualiser les apprentissages, réaliser, transférer, récompenser les élèves qui ont fait une séquence d'intervention, par exemple. Mais ce qu'on a observé, c'était plutôt rare que les orthopédagogues se rendaient jusqu'au périmètre plus engagé, plus loin. Donc, c'était vraiment lorsqu'il était plus en contexte de co-enseignement. Donc, ça, c'était pour le premier obstacle. Ensuite, on a l'aspect de la gestion de classe. Donc, pourquoi c'est un obstacle, la gestion de classe? Mais c'est un milieu pédagogique qui est moins familier. Donc, les élèves ne sont pas captifs dans un local. On peut dire, mon Dieu, est-ce qu'ils vont se sauver? Surtout les élèves qui ont des difficultés de comportement aussi. Des fois, on peut se dire, on peut avoir des craintes. Donc, les élèves n'ont pas de place à signer. Comment on va faire pour avoir le contrôle un peu là, sur le groupe? Donc, ils peuvent également être distraits par l'environnement. Donc, ça peut être justement, il y a plus de distractions. Donc, moins familier pour les élèves, ceux-ci peuvent douter de sa pertinence, donc ce qui peut nuire à leur intérêt, les amener à diriger leur attention ailleurs. Donc, ça, c'est dans l'étude de Stahlberg, justement, qui avait dénoté que certains élèves, justement, peuvent décrocher un petit peu parce qu'ils sentent que ce n'est pas vraiment du vrai enseignement lorsqu'ils sont à l'extérieur. Donc, pour la gestion de classe, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire dans le projet, c'est un peu de se fier au cadre de Nancy Godreau sur les composantes de la gestion de classe, puis de revenir dans nos principes de gestion de classe qu'on connaît, puis essayer de les appliquer à l'extérieur de manière un peu différente, parce que souvent, nos attentes se modulent aussi lorsqu'on est à l'extérieur. Donc, on tolère un peu plus le bruit, on tolère un peu plus justement l'élève qui n'est pas assis à sa place. Donc, on peut avoir une plus grande tolérance, mais il en demeure pas moins que c'est important de réfléchir à nos ressources, d'avoir des attentes claires, d'avoir nos relations positives et tout ça. Donc, raison pour laquelle on s'est appuyé sur ce cadre-là. Puis ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est on s'est beaucoup penché sur la gestion des ressources comme c'est le premier élément selon Nancy Godreau, pour prévenir les comportements plus perturbateurs. Donc, le premier élément à considérer, c'est d'avoir une bonne gestion des ressources. Puis c'est l'aspect qui semblait le plus complexe pour les orthopédagogues. Donc, juste pour vous dire un peu le fruit de nos expérimentations, parce que comme je le nommais d'entrée de jeu,
on n'a pas le choix en orthopédagogie d'aller vers une certaine forme d'écriture puis de trace écrite. Donc, il fallait trouver des manières de faire. Donc, c'est sûr qu'on a essayé, tu sais, les tableaux blancs avec le crayon effaçable. Puis honnêtement, tu sais, dès que c'est humide ou dès que, tu sais, qu'il y a un petit peu de pluie, un petit peu de neige, tu sais, ça ne fonctionne pas. Puis d'ailleurs, moi, ma première séance d'intervention que j'avais fait, c'était ce que j'avais prévu. Une écriture avec un tableau effaçable, puis il pleuvait un peu. Puis honnêtement, tu sais, c'était une catastrophe. Puis là, mon activité ne fonctionnait pas. Donc, on peut voir que rapidement, tu sais, ça peut se, comme dégénérer là, lorsqu'on n'a pas les bonnes ressources. Ce qui fonctionne vraiment le mieux, c'est l'ardoise avec la craie, honnêtement, peu importe là, la température. Puis quand il y a de la neige, c'est intéressant ce que les élèves faisaient. Donc, ils pouvaient écrire avec la craie, puis après ça, ils prenaient comme de la neige pour effacer l'ardoise. Donc, ça faisait vraiment bien. Donc, vous l'avez vu, là, Simon, lui avait un chevalet avec justement son, son petit chariot. Moi, j'avais un chevalet comme ça que j'avais testé, mais j'ai moins aimé la formule parce que c'est ça, c'est quand même assez long s'installer lorsqu'on a un gros chevalet. Donc, j'avais un genre de tableau, là, un genre de tableau blanc que j'apportais. Puis sinon, tu sais, on avait justement suggéré aux orthopédagogues, lorsqu'ils veulent aller à l'extérieur, d'avoir un genre de bac là, pour pouvoir mettre tout le matériel puis que ça reste au sec. Bon, avoir le cellulaire pas trop loin, c'est sûr que ça peut être bien pour juste la sécurité aussi s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Enregistrer aussi des fois des passages si on a besoin. Épingle à linge, je l'ai déjà nommé. Puis les petites pochettes de plastique, j'imagine que c'est des choses que vous connaissez, mais ça vient protéger aussi le papier lorsqu'on a des choses à afficher. Puis c'est sûr que le petit sac banane peut venir aider aussi parce que souvent on se déplace dans la cour. Autre suggestion, ben, du matériel de manipulation comme des blocs, ça s'amène très bien à l'extérieur. Des cerceaux, honnêtement, c'est un classique. Les échelles de motricité, ça, c'est avec l'ACP qui était en éducation physique. On avait fait une rencontre, puis parce que là, on voyait l'importance du mouvement. Là, elle nous avait suggéré les échelles de motricité qui permettent encore une fois là, de soit faire des cases pour aller sauter par bond, par exemple, ou encore, là, ici, on avait des petites situations d'apprentissage, des petites situations d'application en mathématiques à résoudre. Donc, l'élève devait représenter avec du matériel, puis passer d'une case à l'autre. Les dés avec des surfaces là, qui peuvent être justement interchangeables. Puis le matériel ici, c'est vraiment du foam, là, en fait, parce que quand c'est en plastique, encore une fois, le velcro, ça finit par se défaire. Donc, on a fait différentes expérimentations. Les ouvrages de littérature jeunesse aussi, ça peut être une bonne idée quand on est justement, on a un endroit pour être quand même protégé. Donc, vous voyez ici aussi, encore une fois, une disposition avec un petit chariot. Donc, c'est des choses qu'on a testées. Puis c'est sûr que comme vous le voyez, il y a différentes formules, mais je pense qu'il faut garder l'esprit de garder ce 5, mais au départ, comme on a expérimenté quand même plusieurs choses. Donc, on voit ici, par exemple, une classe extérieure. Puis, je vous dirais que des fois, je m'installais là, en classe extérieure parce que ça, c'est une intervention, une expérimentation que j'avais fait aussi avec une élève pour aller chercher des petites capsules vidéo pour la clinique, en tout cas. Puis, bref, je me rends compte que souvent, je m'installais un petit peu classique, là, un peu à la mode, comme si on était en classe, mais au bout du compte, on s'en allait tout le temps ailleurs. Puis finalement, on restait vraiment pas fixe dans la cour. On était plutôt en déplacement, puis on allait selon justement l'intérêt de l'élève ou selon l'intention d'apprentissage. Finalement, on restait peu dans la zone classe. L'espace aussi pouvait être utilisé pour se centrer. Donc, c'est sûr que malgré le fait qu'on se déplace, ben, c'est bien quand même d'avoir un coin, penser en tout cas à un dispositif pour pouvoir s'asseoir, les petits tapis casse-tête, ça c'est un classique, je pense que vous avez sûrement dû en entendre parler aussi. Donc, d'avoir quand même peut-être un coin pour s'apaiser. Puis là, vous voyez ici celui à droite, c'est parce que c'était dans mes premières expérimentations, on n'y avait pas de classe extérieure, il n'y avait rien, puis il pleuvait. Donc, on est vraiment allé s'abriter dans un endroit qui n'est pas super enchanteur, mais en même temps, ça a pu permettre aux élèves d'écrire parce que sinon, on n'arrivait pas à pouvoir écrire avec la pluie. Donc, juste pour dire aussi que pour la gestion de classe, c'est des fois aussi en orthopédagogie, on a une structure de séance fixe, répétitive en fonction des séances. Donc, j'avais construit une petite affiche là, plastifiée, donc pour pouvoir justement permettre aux élèves de suivre le déroulement de la séance. Donc, ça, c'était pour la gestion de classe. Ensuite de ça, sur le plan de l'emploi du temps,
Donc, c'est sûr que ça peut paraître comme un obstacle. Ce type d'approche peut même être perçu comme une activité fantaisiste, requérant un effort supplémentaire qui exige trop de temps. Les personnes enseignantes qui ont des périodes d'enseignement fixes dans l'horaire et d'une durée limitée, comme les orthopédagogues notamment, ont moins de temps que les titulaires de classe. Donc, c'est sûr que si on est en musique, ou si on est en éduc ou en orthopédagogie, bien, on a du temps réservé à l'horaire, des petites périodes. Donc, on a moins de temps de déplacement pour prévoir une longue expédition, par exemple, ou une randonnée. Des personnes enseignantes considèrent que l'horaire de l'école ne facilite pas la spontanéité et la flexibilité requises pour pratiquer l'enseignement extérieur. Donc, parfois, justement, c'est ce qu'on se rendait compte, on pourrait le mettre fixe dans l'horaire, mais des fois, la température ne le permet pas. Donc, si on prévoit notre activité, notre moment, notre période est réservée, mais là, finalement, l'élève n'est pas disposé, la météo est pas, elle fonctionne plus ou moins. Donc, c'est sûr que ça devient plus difficile de travailler à l'extérieur dans ce cas-là. Donc, ce qu'on s'est dit comme peut-être condition gagnante, donc planifier votre temps de manière stratégique. Donc, il y a justement une orthopédagogue qui disait, bien, si on s'enlève ça de la tête, que oui, tu sais, s'habiller, ça prend un petit peu de temps. Il faut comme faire la paix avec le fait que ça va prendre un petit peu de temps, mais on peut quand même l'accepter et aller de l'avant quand on voit justement qu'il y a une valeur ajoutée pour l'élève ou pour l'expérience d'apprentissage de l'élève, on voit qu'il y a un gain. Je pense qu'il faut faire la paix avec le fait qu'il va y avoir quand même une perte de temps pour l'habillage. Mais là, c'est sûr que au niveau de l'habillage, il y a toujours des stratégies, là. C'est sûr qu'il y a des choses que vous devez déjà avoir entendu parler. Donc, par exemple, aller dehors après la récré, l'élève est déjà habillé, se déshabiller partiellement. Il y avait une orthopédagogue qui disait, OK, peut-être l'élève va aller enlever son manteau, garder ses pantalons de neige, elle va faire son petit retour en classe. Puis après ça, quand je vais aller la chercher, elle va juste mettre son manteau. C'est sûr, collaborer, planifier avec les enseignants, tout ça, ça peut être des stratégies intéressantes, donner des petits défis aux élèves aussi. Au niveau de la gestion de l'horaire, bien, c'est sûr que le périmètre plus immédiat permet quand même de gérer notre temps de façon efficiente. Donc, c'est quand même, on a moins de déplacements à faire, préparer notre matériel à l'avance, puis aussi se donner la possibilité de profiter des moments de matière spontanée quand justement la température le permet, puis l'activité le permet, mais on peut aussi se dire, ah ben, on pourrait aller à l'extérieur de manière plus, c'est ça, plus spontanée. Juste dire aussi qu'il y a une orthopédagogue, elle, qui avait décidé pour justement, elle avait observé que d'y aller de manière spontanée, c'était plus ou moins gagnant pour elle. Des fois, elle avait tendance à ne pas le mettre en place. Donc, elle avait vraiment réservé pour une élève en particulier une période, là, justement, d'enseignement extérieur dans la classe nature qu'elle faisait vraiment pendant tout un bloc d'intervention. Donc, c'était réservé à son horaire. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient préférer cette formule-là, alors qu'il y en a d'autres qui préféraient vraiment y aller de façon spontanée en fonction de la météo, de l'intention, de la disposition des élèves. Si je continue avec l'exigence des programmes. Donc, les programmes ne font pas nécessairement référence de manière explicite à l'enseignement extérieur. Donc, on pourrait ne pas se sentir invité à l'utiliser. Certaines personnes enseignantes aussi pourraient considérer que, justement, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour répondre aux exigences du programme. Puis, dans les travaux de Oberle, ce qu'on dit, c'est que l'enseignement extérieur ne fait pas formellement partie intégrante de la vision et des valeurs du système éducatif de manière plus systémique. Donc, ce qui fait en sorte que ça ne se rend pas toujours dans les milieux. Donc, si c'était un peu plus mis de l'avant, justement sur le plan, par exemple, ministériel, est-ce que ça pourrait peut-être un petit peu plus se décliner par la suite? Donc, ce que nous, on a trouvé pour faire un petit peu un contrepoids à ces perceptions-là, c'est de faire connaître les bienfaits de l'enseignement extérieur, d'où la recension des écrits qu'on avait fait. Donc, il y a des arguments en lien avec justement le programme, le projet éducatif de l'école. Il y a quand même, on doit faire bouger les élèves 60 minutes par jour. C'est sûr que dans le programme du Presco, on le voit plus, l'importance d'aller à l'extérieur. Donc, il y a des projets éducatifs dans certaines écoles qui décident de mettre le plein air un peu plus à l'avant-plan. Donc, dans ce temps-là, ça peut être un bon levier aussi. Il y a toute la question des opportunités pas des opportunités orthopédagogiques, mais plutôt des opportunités vraiment pédagogiques qu'on peut faire pour vraiment atteindre certains objectifs de notre programme, mais à l'extérieur. Donc, établir ces liens-là avec le programme, ça peut être gagnant.
toujours avec les besoins des élèves. Hein, si on est dans une classe où est-ce qu'on voit que le besoin de bouger est vraiment important ou le besoin de faire des apprentissages plus concrets, bien, à ce moment-là, bien, on peut apporter ça comme une piste de solution aux enseignants ou avec la collaboration. Donc, c'est sûr qu'on s'est dit que parfois, on peut essayer de contaminer positivement les enseignants en suggérant justement de le faire en co-enseignement. C'est peut-être sécurisant pour les premières sorties. Donc, ici, c'était juste pour vous dire encore, pour vous montrer d'autres images, encore une fois, où est-ce qu'on a pu travailler peut-être des objectifs qui sont dans le programme, mais de manière différente à l'extérieur. Conditions météorologiques, bien là, c'est sûr que le climat canadien, donc, est plus... pas toujours très clément. Donc, l'enseignement extérieur est plus difficile à mettre en œuvre. Donc, sur le plan du matériel, des ressources matérielles, donc il y a le vent, la pluie, le froid, la neige, donc climat variable, des écarts de température. Donc, ça peut influencer la tenue d'activité à l'extérieur. Donc, les personnes enseignantes aussi pourraient considérer que les élèves ne sont pas toujours bien habillés. Si on pense les pantoufles, North Face, les jeans, les élèves qui arrivent pas de sucre, là, des élèves de 6e année, secondaire 1, secondaire 2. Là. Donc, c'est peut-être plus compliqué. À ce moment-là, il faut trouver des stratégies. Puis le matériel pédagogique n'est pas toujours adapté effectivement aux conditions météorologiques. Donc, ça, c'est des choses que déjà on a abordé un petit peu. Donc, ce qu'on a fait dans le guide, c'est qu'on a essayé de justement donner des pistes pour adapter le contexte d'intervention aux conditions météorologiques. Donc, en lien avec le froid, le vent, la pluie, l'humidité, le soleil. Donc, il y a différentes choses qu'on a mis à l'avant-plan. Donc, il y a plusieurs choses que vous avez sans doute déjà appris puis vu. Puis c'est sûr que, comme je le disais, nous, c'était vraiment dans une posture de personnes débutantes, néophytes, là, on commençait. Donc, c'est sûr qu'il y a des solutions qui doivent être encore plus sophistiquées. Mais nous, on est vraiment allé avec la base, comme prendre des roches pour soutenir le matériel volatile, apporter des vêtements supplémentaires ou multicouches pour justement, des fois, si y a un élève qui a froid, on apporte des petites couvre-mitaines. Donc, des choses comme ça, là, établir un petit camp de base pour justement s'assurer qu'on puisse continuer notre intervention même s'il pleut. Puis, bien entendu, le soleil aussi n'est pas à négliger. Donc, ici, exemple d'activité en contexte hivernal. Ça, c'est sûr, c'est des choses qu'on a vues déjà. Puis, en contexte été-automne, donc c'est des choses aussi qu'on a pu voir, mais reste que ça démontre qu'on est capable de travailler dans différents contextes. Je crois qu'il en reste deux, confiance en soi et expertise. Donc, personnes enseignantes n'osent pas toujours sortir à l'extérieur, ils n'ont pas toujours vécu des expériences positives. Des études rapportent un manque de préparation d'expertise limitée des personnes enseignantes avec l'enseignement extérieur. Donc, ce n'est pas nécessairement abordé dans les programmes de formation initiale ou quand c'est abordé peut-être très vite. Donc, on peut penser justement comme dans le développement professionnel, l'importance d'aller même à l'extérieur. Donc, même les étudiants en enseignement soient appelés à aller à l'extérieur. Donc, développement professionnel, mentorat, formation continue, c'est des éléments essentiels. Puis c'est sûr que de se soutenir pendant les sorties, on s'est dit que ça pourrait aider, même l'orthopédagogue qui pourrait avoir au début besoin peut-être soutien d'une TES, un TES pour pouvoir justement contribuer au sentiment de confiance parce que plus les expériences vécues sont positives, bien, plus on va avoir tendance à utiliser cette pratique-là. Donc, oui, c'est ça, c'est la dernière. Donc, privilégier les expériences positives, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis de l'avant parce qu'on se disait, si on veut continuer à aller à l'extérieur, bien, c'est bien de prendre des petites bouchées, d'y aller de manière simple, apprentissage dans le plaisir pour justement que les élèves aussi vivent une expérience positive. Respecter son rythme parce que des fois, on se rendait compte, entre autres, dans une école en particulier où est-ce qu'il y avait vraiment tout un virage vers l'enseignement extérieur, qu'il y avait des formations qui étaient très, très poussées là, pour les enseignants, justement, tu sais, comment on fait un feu, puis c'est parfait. C'est juste que pour certains, ça va comme un peu, ça va rapidement, tu sais. C'est sûr que nous, les orthopédagogues, qu'est-ce qu'ils expliquaient? C'est le fait d'aller vraiment comme dans un petit peu répliquer ce qu'on fait là, à la récréation. On est dehors, on utilise notre environnement proximal. C'est comme facilitant. Mais après, il y a toutes sortes de degrés, puis il y a toutes sortes de visions. Fait tout ça peut cohabiter, à mon avis. Mais nous, c'est sûr, notre posture, on y allait vraiment dans quelque chose de très graduel. Puis on a senti que c'était ce qui rassurait les orthopédagogues aussi. Donc, garder une souplesse pour favoriser les expériences positives.
Donc, effectivement, s'il fait trop froid et que les élèves sont pas bien, bien, on peut revenir à l'intérieur, c'est pas grave. Tu sais, cette idée-là de ne pas se mettre trop de pression aussi puis de rester souple. Cibler les élèves aussi en fonction du lien de confiance, peut-être partir au début, sortir avec des élèves avec lesquels on a déjà un bon lien de confiance. Ça peut faciliter aussi les premières expériences. Des expériences positives en plein air, des fois, ça peut être personnellement. Là, par exemple, si on a des orthopédagogues qui étaient vraiment très fervents du plein air, mais on en a d'autres qui l'étaient un peu moins. Donc, c'est de dire déjà de sortir un peu soi-même dans sa vie personnelle. Des fois, ça peut aussi nous aider. Donc, être accompagné par une autre personne, ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est un peu l'idée de la confiance en soi, expertise, pour justement aller renforcer un peu ce sentiment de confiance-là. Puis, je dirais Elisabeth, est-ce qu'on... Oui, juste pour un souci du temps, est-ce que tu penses qu'autour d'un 5 minutes, ça pourrait te convenir pour oui, c'est qu'on se garde parfait. du temps? OK. C'est parfait. Donc, je suis pas mal vers la conclusion, Jean-Philippe, c'est super. Donc, juste pour dire aussi que dans l'article en anglais là, qui est paru, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre toutes ces conditions-là puis d'essayer de conceptualiser quelque chose parce qu'on s'est dit, OK, tu sais, dans le fond, on se rend compte que si on part du centre, donc on se rend compte qu'il y a quand même des bienfaits pour les élèves qui ont des défis particuliers ou pour les élèves en général, en tout cas, il y a des bienfaits de l'enseignement extérieur. Donc, ça peut être intéressant d'explorer tout ça, mais pour ce faire, ben, ça demande quand même une bonne organisation de ton service en orthopédagogie parce que là, il y a toute la question de la gestion de l'horaire. Est-ce que tu l'établis dans ta gestion du temps? Comment tu considères ton temps de déplacement, ton temps d'habillage? Fait qu'il y a tout dans ton organisation du service, mais aussi dans la planification des séances. Parce qu'on a vu au niveau de la gestion de classe, au niveau du matériel, au niveau des cibles, il faut réfléchir comment on utilise le mouvement, puis comment aussi on planifie notre séance pour mettre à profit l'environnement extérieur, parce qu'à quelque part, il faut quand même sentir qu'il y a une valeur ajoutée pour bonifier l'expérience d'apprentissage de l'élève. Puis ça, quand même, ça se planifie. Il y a des choses qui arrivent de manière spontanée, par exemple, je tiens à le dire, souvent, là, des fois, il y a des choses qu'on planifie, finalement, on a une opportunité, puis on s'en va vers l'extérieur. Donc, il y a une certaine improvisation planifiée, mais il y a quand même nos grandes lignes là, pour aussi respecter notre intention d'apprentissage, permettre à l'élève de progresser, puis bien utiliser notre temps. Donc, je pense qu'au cœur, c'est vraiment toute cette question-là de planification, organisation pour aller tirer profit là, de cet environnement-là. Puis, une couche en dessous, on va dire, bien, c'est toute l'appropriation progressive de l'environnement extérieur qui peut se faire justement en explorant dans la cour, en faisant des expérimentations soi-même, en testant. Puis l'exploration des ressources humaines matérielles, on considère aussi qu'il y a ce travail-là de voir, bon, je vais sortir dans la cour, je vais voir est-ce que j'ai un grillage, est-ce que j'ai une patinoire, le module de jeu, comment je peux l'exploiter. Puis après ça, c'est les ressources matérielles supplémentaires. Bien, est-ce que j'amène justement une ardoise? Est-ce que j'ai besoin d'avoir, bon, qu'est-ce que je vais utiliser pour justement pouvoir écrire dans le fond, dans la neige ou écrire sur l'asphalte? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du matériel de manipulation? Par exemple, est-ce que j'ai des énigmes à préparer? Est-ce que j'ai des choses des aides-mémoire à présenter? Donc, toute la question des ressources matérielles est quand même importante. Puis après ça, bien, il y a plus largement, parce que ça, on s'inscrivait beaucoup dans la poursuite des travaux de Oberlé qui mentionnait justement l'importance d'une vision systémique aussi, parce qu'à quelque part, on peut avoir des initiatives très locales, puis c'est positif, mais si en plus on est supporté par une vision dans notre centre de service, dans notre école, puis pourquoi pas au niveau ministériel, on a moins de contrôle, mais on sent quand même que ça pourrait nous amener à avoir une réflexion plus large sur la place de l'enseignement extérieur, surtout dans un monde où les écrans prennent tellement de place qu'on en entend tellement parler, ça fait un beau contrepoids sur le plan social, ça fait un beau contrepoids aussi à justement la sédentarité, après ça, bon, l'utilisation excessive des écrans. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir de manière plus large aussi. Pour le guide, en fait, je pense que j'ai le code QR un petit peu plus loin, mais juste pour vous dire, en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans le guide? Bien, il y a les conditions favorables, là, ce que je vous ai présenté. Puis ensuite, il y a 13 types d'intervention pour lesquels on a mis vraiment des suggestions d'activités concrètes là, pour justement les orthopédagogues. Mais tu sais, à quelque part, pour des enseignants, ça peut aussi être pertinent. On a vraiment arrimé aussi les liens avec la PDA pour respecter cet obstacle-là. Souvent, les exigences du programme, mais on les a mis. Fait que, en principe, les activités viennent vraiment répondre à des intentions là, du programme. Là. Donc, ça peut être intéressant aussi pour les enseignants.
Puis on a mis une petite légende aussi parce qu'on sentait que justement, il y avait des activités qui intégraient un peu plus les éléments de la nature, le mouvement, l'environnement de proximité. Donc, on trouvait que ça pouvait aussi aider à cibler peut-être selon l'intérêt, selon l'intention, selon l'environnement aussi, des activités qui pouvaient être intéressantes. Puis après, ben là, c'est sûr que là, je vous montre un petit peu des photos en mathématiques très rapidement. Il y a des choses qu'on a déjà vues. J'essaie de voir s'il y a des choses. Tu sais, ça, c'est ici, on a un genre de tic-tac-toe géant avec des cerceaux. Ouais, ici, c'est trop chou. C'est genre les élèves en vélo qui circulent sur des sons puis qui nomment les Hey, on sons. dépasse pas. Je vais entendre des sons. Donc, en passant, circulant sur les sons, ben, ils vont vraiment nommer le son. Donc là, j'essaie de passer rapidement. Je pense que c'est pas mal des choses qu'on a vues. Lecture, écriture, on a vu aussi pas mal ces éléments-là. Puis, tu sais, en conclusion, ben, on s'est rendu compte à travers nos discussions que, tu sais, pour les élèves, dans le fond, c'est vraiment des constats en toute humilité. Donc, c'est pas des choses qu'on a mesurées, c'est des choses qu'on a vraiment observées qui sont tirées des propos des orthopédagogues. Donc, plus d'engagement, une motivation plus grande, une richesse de l'expérience d'apprentissage sur le plan sensoriel, sur le plan physique, plus. Puis ça, c'est vraiment peut-être le plus grand constat, à mon sens. Réduction des comportements perturbateurs, un plus grand apaisement chez nos élèves, puis une connexion à la nature, puis une ouverture, en fait, comme le changement d'environnement. On voit que certains élèves, ils s'ouvrent plus à l'apprentissage. Puis pour l'orthopédagogue, bien, ça enrichit finalement son organisation de service parce que souvent, on est déchiré intérieur de la classe, extérieur de la classe. Bien là, ça vient donner comme un modèle de service supplémentaire pour vraiment enrichir les perspectives, élargir les perspectives d'intervention, puis créer surtout des ancrages puissants parce que là, l'élève, on arrive peut-être à toucher à son potentiel. Puis pour la planète, ben c'est ça, c'est qu'on se disait que finalement, les élèves aussi, puis ça, c'est vraiment des propos d'orthopédagogues qui disaient, ben finalement, on contribue à une mission aussi plus large que nous, puis à quelque part, on veut que les élèves soient en contact avec la nature pour apprendre à l'aimer, à la protéger, puis même si c'est à travers des apprentissages très ciblés, ben on a quand même ce contact-là avec la nature. Puis je pense que sur le plan presque politique, il y a quelque chose là-dedans, c'est de dire on choisit d'aller à l'extérieur parce qu'on veut que les élèves se connectent à la nature. Fait qu'il y a quelque chose aussi de presque politique qu'on entendait dans les discours des orthos. Puis à la fin, justement, c'est une orthopédagogue qui nous a cité cette phrase d'un philosophe, là, quelle planète laisserons-nous à notre enfant? On se pose souvent cette question-là, mais on peut aussi se poser la question quels enfants laisserons-nous à la planète? Donc, c'est juste pour laisser sur cette idée-là que de choisir l'extérieur, c'est aussi choisir, de pouvoir contribuer à cette connexion-là qui est importante pour justement, pour notre planète actuelle. Ça, c'est tout. Élisabeth, un énorme merci pour cette riche présentation. Puis ben, je vais revenir à ce que tu disais au début, bon, tes nouvelles sur le terrain de l'éducation en plein air, mais je te dirais que ce qui est particulier, c'est qu'il y a très peu de gens dont le champ d'expertise principal, c'est l'éducation en plein air. On arrive presque tout le monde avec nos couleurs de spécialité. Moi, l'éducation scientifique, Geneviève Bergeron en mathématiques, par exemple. Donc, je pense qu'on a un contexte commun d'intervention. Puis, ben moi, en t'écoutant, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand même de voir des dénominateurs communs qui reviennent à travers les différents domaines. Euh, Ça me fait juste encore plus questionner sur c'est quoi le problème de l'école, des fois. Qu'est-ce qui n'est pas compris, puis tout. Mais en tout cas, c'est vraiment riche. Je vais me réserver, je vais me garder de poser une question. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir. Alors, si vous voulez, on pourrait peut-être se rendre jusqu'à 25. Là, il y en a peut-être qui ont des trucs à émis pour se laisser un petit 5 minutes de battement. Peux-tu commencer, Gabriella? Je te lance la question à brûle pourquoi, mais nous, on était très interactifs, tu ne nous entendais pas, mais on jasait en même temps, puis sur tes diapos puis tout, mais je te laisse prendre la parole. Peut-être te présenter. Bonjour Elisabeth, moi c'est Gabriella. Je suis une étudiante à Jean-Philippe au doctorat en éducation. Puis moi je travaille beaucoup notamment, enfin le sujet de ma thèse se porte notamment sur les milieux défavorisés. Puis tu sais, là où on discutait un peu tous les deux, c'était notamment sur tout ce qui était le comportement perturbateur. Ce qu'on voit aussi, donc notamment dans les milieux défavorisés, beaucoup de difficultés d'apprentissage, etc. Puis il y a beaucoup de personnes enseignantes qui vont dire, ben, déjà que j'ai du mal à gérer ma classe en intérieur, pourquoi que j'irai dehors, ça va être encore pire. Ou bien ils ont déjà tellement de troubles du comportement, dehors, ça ne sera pas mieux. Et donc, je trouve ça intéressant qu'une des retombées au final, qui moi me paraît un peu contre-intuitive,
c'est qu'il y a une réduction de ces comportements perturbateurs une fois qu'on va dehors. Puis je me demandais, au regard de tout ce que tu as lu, au regard de ton expérience, des petits tests que tu as fait sur le terrain, c'est quoi, selon toi, qui est propre au contexte du dehors, de l'extérieur, qui permet un peu cette sorte de retombée de s'opérer, où on voit cette réduction-là des comportements observateurs? Parce qu'intuitivement, il y a plein de personnes qui disent, bah non, ça sera jamais mieux dehors. Donc j'étais curieuse de t'entendre là-dessus. Oui, ben dans ce que j'ai lu, je me souviens qu'il y avait entre autres les perceptions qui changent selon le contexte. Des fois, finalement, un comportement qu'on ne tolère pas à l'intérieur, on le tolère à l'extérieur. Donc, l'élève, des fois, aurait le même comportement, mais selon l'environnement, l'enseignant ne le voit pas de la même façon. Donc, c'est comme si on a une plus grande. L'élève, il a comme une plus grande marge de manœuvre, finalement, parce que là, il peut parler un peu plus fort, il peut être debout. Des fois, tu sais, c'est vraiment. Il y a des élèves qui ont juste besoin de bouger un petit peu. Mais là, quand tu sais, là, t'enlèves, tu sais, pour ces élèves-là, tout à coup, on vient quand même enlever une barrière. Parce que là, finalement, on n'est pas obligé d'être contraint d'être. Puis, tu sais, même si l'élève parle un petit peu plus fort, c'est ça, on est moins dans. Fait qu'il y avait la question des perceptions. Après ça, c'est sûr qu'au niveau des comportements perturbateurs, parce que là, c'est sûr, si je parle de l'association, difficulté d'apprentissage, problème de comportement, c'est que là, comme je le disais, une autre hypothèse, c'est que là, on vient déjouer l'élève complètement. Mettons qu'il y a un élève qui se désorganise s'il voit un texte, ça arrive là, au quotidien. Des élèves qui se désorganisent parce qu'ils voient une tâche avec lesquelles ils ont un rapport vraiment plus négatif. Si on va dehors, puis on transforme la tâche, on transforme l'environnement, on déjoue un peu l'élève, puis là, oups, on peut voir une réduction. Ça ne veut pas dire que c'est sûr à 100%, mais nous, ce qu'on a observé, c'est, oups, l'élève, finalement, n'a pas manifesté les mêmes comportements d'opposition parce que la tâche apparaissait plus attrayante. Le contexte est différent. Je me sens plus en sécurité. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a ces aspects-là. Puis après, je sais, au niveau plus, comme il y a une étude, entre autres, c'est vraiment juste sur le TDAH. Mais ça, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Parce que c'est sûr qu'au Québec, beaucoup d'élèves qui ont ce diagnostic, beaucoup d'élèves qui prennent la médicamentation aussi, la médication, excusez. Donc, c'est quand même c'est quand même problématique dans les milieux scolaires. Puis, dans cette étude-là, on voyait qu'il y avait une réduction des manifestations en fait, du TDAH. Mais pourquoi exactement les hypothèses, il faudrait revoir, mais je pourrais vous l'envoyer, l'étude, parce que ça aussi, il y a d'autres pistes aussi à explorer par rapport à ça. Mais c'est différentes hypothèses, mais honnêtement, c'est vraiment, c'est des choses aussi qu'on a quand même observées aussi, je dirais, mais je pourrais laisser, oui, Geneviève, si tu as des choses à ajouter. Mais ça me faisait penser un peu quand moi j'avais regardé au niveau de la forme scolaire, parce que c'était vraiment un constat aussi qu'on marquait, soit les élèves issus des classes d'accueil, par exemple, où ils n'ont pas le langage, où ils vivent beaucoup de frustration, par exemple. Fait qu'il y a ça aussi, où est-ce que, comme tu dis, on a accès par plusieurs sens. Fait que des fois, si tu ne sais pas le dire, tu ne sais pas quoi le faire, mais tu peux le montrer, tu peux le toucher. Donc, tu peux déjà montrer plus ce que tu sais de différentes façons, souvent à l'extérieur, parce qu'on va toucher, on va être avec l'environnement. Mais il y a comme la forme scolaire aussi est transformée ou éclatée, il y a des enfants que, comme tu avais écrit dans ton rapport, là, juste le fait d'être dehors, ben, je peux être différent. On peut se donner la permission d'être différent parce que les gens vont croire, c'est comme ça nous donne une deuxième chance. Fait que, moi, j'ai vu un enfant là, qui avait une TES en permanence là, collée à lui en classe, ce qui faisait toujours des très, très grosses crises. Fait que, là, la personne était tout le temps au-dessus de lui, puis elle attendait quasiment qu'il fasse un geste perturbateur, puis elle le ramenait. Dehors, cet enfant-là, on l'a retrouvé, par exemple, dans une structure de jeu. C'était le premier à aider les tout-petits du presco, donc à montrer des habiletés sociales extraordinaires. Fait que c'est comme si ça lui donne une chance de se montrer différemment aussi. Fait que c'est des hypothèses, ou en tout cas des éléments que je pense intéressant à partager avec vous. Merci, Merci Geneviève. beaucoup. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alphonse. Et merci, Elisabeth, pour cette brillante présentation. Alors, il y a un point qui m'intéresse beaucoup, bien que mon champ de recherche est basé plus sur le jeu libre, mais dans le contexte extérieur. Il y a un point qui m'a beaucoup marqué lorsque vous avez développé un peu le point sur le plan affectif, surtout
lorsque vous êtes à l'extérieur, les enfants qui se désengageaient euh, aux activités, qui trouvaient plusieurs excuses pour se retirer. Alors, selon vos observations et votre expérience aussi, je me demande un peu ce que vous pouvez me parler sur la méthode qui a plus fonctionné pour ramener l'enfant dans l'activité. Est-ce que vous avez pris, par exemple, l'exemple sur les autres ou vous-même, vous vous êtes, en fait, vous avez endossé la veste de co-joueur ou je ne sais pas comment vous vous êtes pris, en fait. Merci. Oui, c'est sûr que le contexte est un peu moins apparenté au jeu libre, là, au sens où on est déjà très dirigé, on dirige plus Exact. l'élève déjà vers... puis c'est un peu le défi qu'on vit comme orthopédagogue parce que justement, souvent, on dirige l'élève, puis on le dirige souvent là où il ne voudrait pas aller parce que dans le fond, on veut aller travailler un petit peu la difficulté. Fait que ça nous place souvent dans une position où l'élève, ça peut justement avoir différentes réactions. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Mais je dirais, c'est peut-être ce qu'on a observé, c'est déjà juste le changement d'environnement puis le changement dans la nature de la tâche proposée permettait à l'élève d'entrée de jeu d'être plus engagé. Donc, il n'y avait même pas nécessairement des interventions supplémentaires à faire pour aller solliciter son engagement, de par le fait d'être à l'extérieur, de par la nature de la tâche qui est plus ludique, qui intègre le mouvement, la compétition, le jeu un petit peu, mais le jeu dirigé, là, un petit peu plus sous forme de OK, on va faire une course, OK, on va faire un rallye, OK, donc il y avait une intention, une mission, quelque chose qui faisait que ça engageait d'emblée l'élève, puis après, on n'avait pas nécessairement besoin d'intervenir comme si on était à l'intérieur, papier-crayon. Donc là, il aurait fallu trouver des stratégies pour aider l'élève à s'engager. Mais les renforçateurs aussi, ça pouvait être utilisé. Par exemple, de dire fais une tâche, puis ensuite, je ne sais pas moi, tu peux aller faire un tour de la cour, par exemple. C'est parce que la tâche est tellement difficile, mais on dit une fois que tu vas la faire, tu vas être récompensé. Là, c'est très behavioriste, mais des fois, ça fonctionne parce que là, on ne sait plus des fois par quel. Comment justement utiliser les différents leviers qu'on a, mais on peut utiliser des fois des renforçateurs. Mais je dirais vraiment de structurer, de travailler sur l'environnement puis de travailler la tâche pour qu'elle soit déjà motivante. À l'extérieur, c'est déjà vraiment plus facile. On travaille comme une autre matière première. On dirait que la matière est différente, fait que souvent la tâche déjà elle va être attrayante pour l'élève. C'est ce que j'ai observé. Ouais. Super. Elisabeth, j'ai envie de savoir, au-delà de ce projet, est-ce qu'il y a une prochaine étape ou si tu délaisses le terrain de jeu du plein air dans la recherche? Ben là, ce qu'on avait envie de faire, comme là, on travaille sur, en fait, une séquence d'intervention en lecture pour aider les cocos qui ont de la difficulté sur le plan vraiment de la reconnaissance de mots, puis sont comme coincés, là, je dirais, entre justement la lecture des mots puis la lecture de phrases puis de textes. Puis au sein de la séquence d'intervention, on s'est donné un objectif de recherche sur justement l'intégration d'activités qui peuvent se vivre en contexte extérieur. Parce que là, on avait envie peut-être d'aller... parce que c'est ça, dans le guide, on a vraiment, d'ailleurs, je vais mettre tantôt dans le. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas partagé encore le guide. Je pourrais le J'ai partager tout à partagé là, l'heure. les deux articles puis le guide là, dans la discussion déjà. Ah, tu l'as déjà fait, parfait. Fait que dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que on a plus donné des pistes d'activités, mais on n'a pas vraiment comme un. Comment dire? On les a pas testées. Il y en a qui ont été expérimentés, mais on avait envie peut-être d'aller formaliser comme l'expérimentation peut-être d'une activité au sein d'une séquence. Puis après ça, éventuellement, c'est un genre de programme qu'on est en train de développer. Fait que, on aimerait ça éventuellement peut-être même le tester, voir les effets, peut-être tester aussi. On aimerait ça voir s'il y a quand même un gain. On est quand même curieuse de voir est-ce qu'il y a un gain pour la progression des élèves. Ça pourrait être chouette, puis peut-être même avec des entretiens, mais avec des élèves. Mais tu sais, moi, j'ai envie de savoir finalement, y a-t-il comme des retombées tangibles? Là? On dirait qu'on est comme là-dedans. Là. Et ça se pourrait qu'on lise un autre article scientifique de toi là, dans le domaine de. Ça se pourrait, OK. ouais. Ouais, je Super. travaille là-dessus, ouais. Ben, c'est ça, j'avais passé la parole à Geneviève par la suite, mais ça moi aussi, là, en lien avec ce que Gabriella disait tantôt, moi, c'est vraiment toute la notion, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a vraiment quelque chose, je pense, en plein air au niveau de la stimulation motrice, comme s'il y a un besoin qui n'est pas répondu à l'intérieur.
Puis c'est pour ça aussi que les gens ont peur, puis qu'en plein air, on dirait qu'on répond davantage à ce besoin-là, puis justement, il y a moins de comportements perturbateurs. Mais on l'entend beaucoup à travers différents contextes puis témoignages quand on parle avec des enseignants, enseignantes qui vont dehors. Mais en tout cas, moi, je lance ça dans l'univers aussi, mais je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir une recherche éventuellement qui vienne expliquer ou comprendre clairement ces mécanismes-là au-delà des témoignages des personnes enseignantes. Ça pourrait aider en tout cas à expliquer davantage en formation initiale, où tu parlais d'un niveau politique aussi, là, d'expliquer des choses aux gens, mais bref. Si je peux juste réagir là, avant de laisser la parole à Geneviève, là. Nous, en fait, ben là, c'est avec Loïc puis Ludo qui était peut-être plus au fait des recherches plus en Europe, puis il m'a parlé de la cognition incarnée. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept-là, mais c'est justement une théorie qui explique que l'expérience d'apprentissage se vit aussi dans le corps. Donc, il y a tout un courant, puis c'est peut-être plus dans des travaux européens qu'on parle de la cognition incarnée, mais en tout cas, on a quand même accroché là-dessus parce que ça vient peut-être justifier puis expliquer pourquoi finalement on gagne à utiliser le corps et les sens dans les apprentissages. Mais puis il y a d'autres recherches qui montrent qu'une activité physique légère, pas intense, là, évidemment, mais va aussi augmenter les capacités cognitives aussi. Donc, bref, en tout cas, il y a quelque chose à explorer. Il ne reste plus beaucoup de temps, puis la discussion pourra s'étendre au-delà de cette rencontre-là, mais je vais laisser Geneviève, ensuite Catherine, puis je pense que ça va être l'heure du mot de la fin par la suite. Super, je vais faire ça vite, mais je trouve ça intéressant parce qu'avec Dewey aussi, hein, c'est l'apprentissage intégré. Mais je pense qu'au-delà de l'activité physique, oui, le fait de bouger, mais il y a tout l'apprentissage par le vécu moteur. Tu sais, moi, j'étais plus en mathématiques, ça fait que le fait de savoir une représentation, c'est quoi 1 kilomètre? Mais si tu l'as marché aussi, donc il y a différents principes, le périmètre, donc le fait de le vivre avec ton corps aussi, ça permet ça. Mais ce n'était pas ça ma question, mais j'avais le goût de partager ça. L'autre, c'est que moi, je trouve intéressant, c'est qu'on voit en tout cas beaucoup dans les milieux ici, c'est la prégnance des modèles RAI avec intensification et fréquence. Comme si chaque fois qu'un enfant avait des difficultés ou des troubles, ou peu importe, la façon de résoudre, ce serait avec intensité, fréquence, alors qu'on voit, tu sais, en tout cas, je pense que ça aussi, c'est intéressant de voir, bien, écoutez, il n'y a peut-être pas juste ça. On voit que quand on fait le sortir dehors, et comme tu montrais, des fois, ça peut être une reproduction, c'est jamais une reproduction, là, mais ça peut être une reproduction de ce qui est fait à l'intérieur. Ça lui permet d'accéder à des choses qu'on ne peut pas voir à l'intérieur. Fait que ça, je trouve que ça peut être intéressant aussi, puis à creuser, puis à voir là, par rapport à nos modalités d'intervention auprès de ces populations-là, en orthopédagogie, par exemple. C'est vrai, parce que des fois, justement, une séance à l'extérieur a permis de te faire un déclic. Puis des fois, c'est le déclic que tu avais besoin pour comme, comprendre puis conceptualiser, par exemple, un objet d'apprentissage. Fait que des fois, c'est vrai que ça peut être, en tout cas, un élément à ajouter peut-être dans le coffre à outils. Mais en tout cas, merci pour ta présentation, c'est super. Merci, Geneviève. Il y avait Catherine, je crois. Oui, ben, tout d'abord, merci beaucoup. Donc, je ne viens pas du domaine de l'ortho, bien que je suis un peu comme Jean-Philippe des sciences. Donc, on est amené à faire vivre une éducation à l'environnement. On encourage ce fait-là lorsqu'on fait des sciences. Il y a quand même un espace pour ça. Puis, ce que je tenais à vous dire, c'est plutôt un commentaire plus qu'une question. C'est que les éléments que vous avez soulevés, par exemple, les stratégies que les élèves mettent en place, que c'est plus vraiment applicable lorsqu'ils sont à l'extérieur, ou encore les diminutions de tension qu'on peut observer dans le groupe, et même la connexion avec l'adulte qui parfois, il y a peut-être même un petit plan horizontal qui s'installe, donc une relation de confiance. C'est un petit peu les éléments que j'avais vécu dans une classe avec des adolescents. Toute la classe, en fait, le groupe était des adolescents avec des besoins particuliers. Et en fait, vous venez mettre des mots. C'est un outil de réflexion que je n'avais pas, qu'on constate, qu'on vit. Puis là, je trouve ça très intéressant là, d'avoir ces outils, tant sur les obstacles, une partie de solution, en tout cas cheminer dans la réflexion, puis de mettre justement des mots sur ce qui est observé, puis finalement, qu'on soit jeune enfant ou ado, on peut se retrouver avec les mêmes enjeux à la hauteur de leur âge, évidemment. Donc, c'est ça, c'était des apprentissages en milieu, en arts, en sciences, mais qui ont été
fait d'une façon complètement différente, puis assez riche là, pour les jeunes. Donc, je n'avais pas de commentaires, je vais comprendre, consulter en fait vos articles et tout ça. Donc, merci beaucoup. Ben, merci. C'est vrai qu'il y a quelque chose de transversal, comme tu disais, Jean-Philippe, d'entrée de jeu, peu importe finalement le domaine. Puis des fois, il y a des choses comme des constats qui transcendent les disciplines. Donc, comme le dernier commentaire ne serait jamais le dernier commentaire sans une main qui se lève après le dernier commentaire, je vais laisser la parole à Marilyn pour le vrai mot de la fin par la suite. Ah, OK, parfait. Ben, je prends un petit moment parce que j'ai vu qu'il nous restait quand même 4 minutes, là, mais je vais faire ça rapidement, puis on aura d'autres occasions d'en parler peut-être. Parce que je sais, Elisabeth, que tu as une grande place dans la clinique orthopédagogique. Puis, question rapide, je me demandais si ça, tu les mettais ensemble, tu sais, parce que nous aussi, on est dans des réflexions, dans l'implantation, puis je m'étais dit, hey, ça serait tellement intéressant parce que Rimouski aussi est un beau terrain de jeu extérieur. Oui, yes, oui. Mais est-ce que tu fais des liens dans la clinique, tout ce que tu me montres là, dans orthopédagogie Oui. par le plein air? Tu Oui. en fais aussi à ce moment-là. Puis comment c'est perçu, vécu par les étudiants? Ben, en fait, on le fait de deux façons. On réserve un cours de 3 heures où on va à l'extérieur. Il y a une forêt là, derrière l'UQAC. Fait qu'on fait le rallye des obstacles là, finalement. Fait que là, on reprend les obstacles, puis là, on les fait réfléchir. Tu sais. Puis après ça, dans le fond, on se déplace jusqu'à un endroit vraiment dans la forêt qui est comme une espèce d'amphithéâtre naturel. Là. En tout cas, on s'est tout dégagé. Fait que là, on s'installe là, puis on fait comme on discute, on échange. Puis après ça, bien, on leur montre, quand on revient à l'intérieur, bien, on leur montre, on leur a préparé 2 bacs plein air qu'ils peuvent prendre, puis justement, on leur montre le matériel, tout ça, fait qu'ils peuvent aller faire les séances avec leurs élèves à l'extérieur. Là. Tu sais, on l'explique aux parents, tu sais, puis ça, tout ça, c'est dans le formulaire de consentement, fait que on est comme bien correct. Puis, tu sais, quand on est vraiment dans l'enceinte de l'UQAC, au niveau des assurances, on a vérifié ça, tout est correct. Fait que oui, là, de plus en plus, puis je te dirais que même les étudiantes, ils vont à l'extérieur, mais ils vont encore beaucoup plus même à l'intérieur, mais travailler de façon différente. On dirait qu'après ce cours-là, on voit des rallyes, ils s'en vont dans les corridors, ils sortent du local. Puis justement, parce que là, l'élève, il a eu toute sa journée dans le corps, puis là, on s'assoit papier-crayon, à un moment donné, ça ne fait plus, là. Puis là, l'élève devient complètement saturé. Fait que là, on les voit, là, puis là, on leur dit, tu sais, sortez, puis trouvez une façon. Puis là, on a même réservé un grand local où est-ce qu'ils peuvent aller faire un peu des activités avec des cerceaux, des buts de hockey, toutes sortes d'affaires. Fait que, honnêtement, à la clinique, on pousse beaucoup cette idée-là, surtout comme dans un contexte individuel, puis aussi que l'enfant, il a toute sa journée. Fait que, oui, ça, on pourra s'en reparler, Marilyn, si tu veux. Oui, Mais avec plaisir. on a un cours tout monté qu'on a expérimenté depuis quelques années. Puis on mange, on prend du chocolat chaud, puis on prend une petite galette, puis ils sont vraiment contents. Wow, c'est vraiment inspirant, merci. Merci pour toutes les réponses, puis tout ça, puis tes articles, c'est vraiment génial. Bravo. Donc, je le prends comme une invitation. Allons tout le monde manger une petite galette puis un chocolat chaud avec Elisabeth et son équipe à Chicoutimi. Oui. Oh oui. Merci vraiment beaucoup, Elisabeth, pour cette présentation. Là, je vois qu'il est 13h30, donc on va devoir mettre fin malheureusement là, à la séance. Mais vraiment, donc merci aussi aux personnes qui nous auront écoutés en revisionnement. On a souvent plusieurs dizaines, voire au-dessus de 100 personnes là, qui écoutent en ligne, donc parfois là, c'est plus flexible. Je te laisserai peut-être le vrai dernier mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Ben, merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de vous partager le fruit de cette recherche-là. Donc, j'étais très, c'est ça, honorée d'être avec vous aujourd'hui. Puis, au plaisir de pouvoir collaborer puis de pouvoir poursuivre la réflexion sur le sujet. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.